Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les fondements d'une médecine préventive à travers de ce que l'on nomme les piliers de la santé par le mode de vie. Ces piliers jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne condition, ainsi que dans la prévention de nombreuses maladies. Ces approches sont pourtant fréquemment négligées et insuffisamment valorisées dans notre pratique. On préfère malheureusement souvent ordonner des médicaments, plus rapides à prescrire, nous économisant des explications, mais qui peuvent entraîner des effets secondaires, s'avérer onéreux, et même dans certains cas être moins efficaces. Pour discuter du sujet passionnant du lifestyle medicine cher aux anglo-saxons et de plus en plus populaire dans la littérature médicale, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Pinelli. Il est médecin de rééducation, spécialisé dans la prise en charge de patients en parcours oncologique ou séquelaires de pathologies cardiovasculaires et neurologiques. Bonjour Virgile. Salut Mathieu. Alors Virgile, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu es un fanatique de la prévention. Et dans cet épisode, je te propose qu'on discute des idées reçues sur les piliers de la prévention par le mode de vie et éventuellement qu'on débunk les mythes qui y sont associés. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, ça me va très bien. C'est parfait. Alors, le premier pilier, évidemment, c'est l'alimentation. Et je crois que tu voulais faire un focus sur l'importance des protéines et des histoires qu'on se raconte à son sujet. Ouais, tout à fait. Par rapport au sujet de la prévention et de l'alimentation, on dit beaucoup de choses et heureusement qu'on dit beaucoup de choses parce que c'est vraiment une des bases de la prévention de nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires et métaboliques. Spécifiquement, j'aimerais bien profiter de la tribune que tu m'offres pour parler des protéines parce qu'aujourd'hui, c'est probablement une des catégories de nutriments qu'on a à tort chez nos patients, surtout un peu âgés, tendance à diaboliser. On parle beaucoup du risque pour les reins lié aux apports de protéines et de la néphroprotection au nom de laquelle il faudrait éviter de faire manger trop de viande, œufs, poissons, notamment à nos aînés. En réalité, il a été clairement montré, et on le voit sur les sites des sociétés savantes, que pour les patients qui n'ont pas de pathologie néphrologique associée, un débit de filtration glomérulaire à plus de 60, on peut faire comme chez les sujets plus jeunes et leur faire 1 gramme, 1 gramme 2, 1 gramme 4 par jour et par kilo de poids, sans que ça leur pose de problème. Par ailleurs, si on essaye de remettre un petit peu l'église au milieu du village là-dessus, j'ai l'impression dans ma pratique qu'il y a beaucoup plus de tolérance sur les petites hypertensions, le petit 14,5, le petit 15 de systolique, qui pourtant est beaucoup plus délétère pour les néphrons que l'alimentation riche en protéines. L'autre côté de la pièce, c'est que un patient qui va manquer de protéines va avoir tendance, on le sait, à plus rapidement diminuer sa capacité musculaire, à plus rapidement perdre ses capacités de locomotion, et puis ensuite, quand tu laisses la boule de neige évoluer, à chuter, à faire les hospitalisations, les complications qu'on connaît. Donc, pour moi aujourd'hui, un des messages clés sur la prévention, au-delà de ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré qu'on entend à la télé, c'est manger suffisamment de protéines, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux. Et en fait, on comprend bien avec toi que quand on a une fonction rénale qui est correcte, il ne faut pas hésiter à manger autant de protéines qu'un adulte en fait. Bah ouais, tout à fait. On peut se fixer. Alors, les anciennes recommandations, c'était 0,8 à 1 gramme par kilo de poids et par jour. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller vers 1,2, 1,3. Super. On va se tourner maintenant vers l'activité physique. Tu voulais faire un point sur l'importance du renforcement musculaire. Alors, c'est une activité qui fait parfois peur pour certains types de patients. Je pense par exemple aux personnes âgées ou ceux souffrant de pathologies chroniques. Et pourtant, on ne le conseille pas assez. On le conseille pas assez du tout. Effectivement, le problème, c'est que ça fait peur parce que l'activité physique, quand elle est mal faite, que ce soit le cardio ou le renforcement, on le voit plus vite avec le renforcement,
Mais en règle générale, quand c'est trop fort, trop lourd, trop longtemps, trop répété, trop rapide ou dans des mauvaises positions, bah, ça peut créer des douleurs au mieux, voire des lésions musculo-tendineuses qu'on peut traîner un petit peu de temps. Pour autant, le renforcement musculaire, c'est vraiment essentiel à la bonne santé parce que ça permet d'une part d'entretenir le capital musculaire, mais également ça participe au maintien du capital osseux, ça participe aussi à l'augmentation du métabolisme de base et à la bonne régulation entre la lipogénèse et la lipolyse, entre le système ortho et le système parasympathique. Ça a vraiment des tas de bénéfices. Et donc, je pense, les sociétés savantes à l'appui, hein, euh, moi, je recommande fortement à mes patients, que ce soit des patients jeunes ou des patients âgés. Tu vois, j'ai dans ma patientèle beaucoup de gens qui sont atteints de myélome multiple. Donc, tu sais, une maladie où tu vas avoir des lésions osseuses quand même qui ont tendance à faire peur en règle générale. Et chez tous ces patients, on met en place des exercices de renforcement musculaire parce que ça leur fait énormément de bien sur le court terme et sur le long terme. Et pour le faire correctement, eh ben, on le fait pas en faisant une prescription sur un coin de table, mais vraiment en faisant une prescription détaillée et en recommandant aux patients d'aller voir un professionnel. Parce que faire de l'activité de renforcement quand on est jeune et qu'on n'a pas de patho, c'est relativement simple. Quand on est un petit peu plus âgé ou qu'on a une patho associée, bah, utiliser les ressources que sont le kinésithérapeute et l'enseignant en activité physique adaptée, ça permet de bien cadrer et sans aller à dire au patient qu'il va falloir en faire toute la vie, ça permet au moins de commencer sur les bons rails et puis ensuite de dérouler tranquillement. Très bien. Je ferai un épisode là-dessus sur la prescription d'activité physique qui est, assez méconnue et souvent, peu complète et on commence à comprendre qu'il est bien plus nocif de ne pas prescrire d'activité physique pour nos patients, plutôt que d'en prescrire une au risque d'être nocif. Je crois que c'est le moment de discuter du stress. Alors le stress, c'est un élément capital, notamment dans la médecine intégrative, qui est un sujet qui me passionne. On sait qu'il y a plein d'essais sur le sujet qui démontrent son implication dans la survenue de nombreuses pathologies. On sait qu'avoir un niveau de stress trop élevé, c'est nocif. Est-ce que tu peux nous conseiller une ou 2 méthodes, par exemple, pour réduire son niveau de stress sur le long cours? Alors ouais, sur le long cours, il y a des tas d'interventions non médicamenteuses qui fonctionnent super bien. Vraiment sur le long terme, celle qui marche le mieux et encore une fois, ben, je vais être monomaniaque, mais c'est, l'activité physique. Là, pour le coup, plus l'activité physique régulière type aérobie, tu vois? Le fait d'aller marcher tous les jours ta demi-heure ou d'aller faire un peu de vélo, ça, c'est hyper chouette. Ça marche bien sur la régulation du stress, notamment par des boucles hormonales. Sur le plus court terme, soit la respiration carrée, qui est en fait un dérivé de la cohérence cardiaque, où tu inspires tranquillement pendant 6 secondes, tu bloques 6 secondes, tu souffles 6 secondes, tu bloques 6 secondes, donc ça te fait ton carré, et tu le répètes 5 fois, 6 fois. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de l'hyper-inspiration, où en fait, tu respires à fond, enfin à fond, je veux dire, tu respires doucement, mais jusqu'à remplir les poumons à fond. Et quand tu as rempli les poumons à fond, tu bloques, puis tu inspires une dernière gorgée d'air, genre un tout petit peu de volume en plus, et puis ensuite tu expires lentement. Dans les deux cas, sans rentrer dans les détails, ça va jouer sur la balance ortho-parasympathique en stimulant un petit peu plus le parasympathique, et donc ça va te faire descendre le niveau de stress. Euh, Ça marche plutôt bien. Alors, il n'y a pas une technique qui marche universellement chez tous les patients. Et moi, ce que j'aime bien, c'est donner les deux à mes patients et ensuite, tu vois, ils les essayent. Et si ça marche pas, eh ben, je leur propose d'autres choses. Il y a plein d'autres interventions non médicamenteuses qui fonctionnent sur le stress aigu, chronique. Puis en fait, l'idée, c'est de dire aux gens, on commence avec un essai. Si ça marche pas chez vous, c'est pas grave, il y a d'autres possibilités. Donc, on se revoit jusqu'à trouver ce qui vous convient à vous. OK, très bien. On va parler de l'alcool maintenant. Évidemment, tous les médecins connaissent ses méfaits sur la santé. Cependant, les recommandations ont changé sur son sujet. Auparavant, on pouvait tolérer un, 2, voire 3 verres de vin. Je crois que c'était dû au régime méditerranéen avec un certain biais sur l'alcool qui était consommé dans ce régime. Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on peut toujours consommer un petit peu d'alcool? On peut toujours consommer ce qu'on veut.
objectivement, on peut, consommer, de l'alcool, on peut consommer, du tabac, on peut consommer de la drogue. Par contre, il faut pas avoir envie d'être en bonne santé à 45 ou 50 ans. Hem, Est-ce qu'on peut consommer de l'alcool régulièrement et espérer, tu vois, s'en tirer, au loto, mais espérer, avoir de bonnes chances de vieillir en bonne santé? Non, clairement pas. Alors, c'est un sujet compliqué, hein, surtout en France, l'alcool, parce qu'il y a le côté tradition, il y a un lobby de l'alcool qui est un lobby du vin qui est hyper fort. Je ne sais pas si tu as vu là récemment, il y a eu encore des discussions à propos du soutien gouvernemental au Dry January, ou plutôt du non-soutien gouvernemental, alors qu'ils soutiennent le mois sans tabac, ce qui est déjà une bonne chose. Euh, Effectivement, ce qu'on pensait connaître de l'alcool en disant 1 à 2 verres par jour, ça protège. À un moment, c'était même pas, c'est pas grave, c'était ça protège. En fait, effectivement, c'était dû au French Paradox, donc qui est sorti dans les années 80. Pourquoi est-ce que les Français, à niveau de cholestérol équivalent, faisaient moins d'accidents cardiovasculaires que les Anglo-Saxons? On a dit régime méditerranéen et donc les polyphénols du vin qui sont dedans. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Il y a une super grosse méta-analyse qui a été faite, qui a été publiée dans le Lancet, qui suit des patients de 1990 à 2015. Et en gros, cette étude, elle montre que la courbe en U, celle qui dit 0 verre, c'est à risque, et puis quand on est à 1-2 verres, c'est bien, et puis ensuite, c'est à risque, on sait que c'est faux. En fait, le seuil de protection, c'est 0. On va parler de la vape, qui est très à la mode en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire ton point de vue sur le sujet et notamment de sa place dans le sevrage au tabac? Ouais, alors, sur le sevrage au tabac, c'est un super bon outil. Le Haut Conseil de la santé publique s'est positionné en 2021. Alors eux, ils disent pas c'est un super outil, ils sont un peu plus modérés. Ils disent dans une stratégie de sevrage, il faut quand même recommander plutôt des outils conventionnels comme les patchs, les substituts, les gommes, les pastilles qu'on a l'habitude d'utiliser. Par contre, il n'est pas exclu que pour certains patients, notamment ceux qui ont déjà commencé leur sevrage comme ça, eh ben, ça soit bien. La vape, dans l'absolu, et j'aime bien ta question où on parle vraiment du sevrage, quand on la repositionne, en fait, elle reste mieux que la cigarette. Elle reste mieux parce que, effectivement, tu as quand même une exposition aux aldéhydes qui sont cancérigènes, mais tu n'as pas les goudrons, tu n'as pas les particules fines, donc c'est mieux. Et ça permet d'arrêter de fumer pour les fumeurs de geste, ça permet de diminuer petit à petit la dose de nicotine. Par contre, la vape, c'est un super gros problème de l'autre côté. Pour les gens qui fument pas, et chez qui ça devient une manière un peu plus accessible et un peu cool de faire comme tout le monde. Et pour ça, le vrai problème, c'est les puffs, qui en plus sont une connerie écologique et heureusement sont en passe d'être arrêtés. On va aborder le septième et dernier pilier avec toi, Virgile, c'est celui des relations sociales. Beaucoup d'études démontrent leur importance, notamment lorsque ce sont des relations sociales actives. Est-ce que tu peux nous conseiller des choses à faire en tant que médecin généraliste pour promouvoir ces relations sociales et lutter contre la solitude subie de certains de nos patients? Ouais, alors effectivement, c'est bien que tu insistes sur le mot social et en fait, ça remet, le médecin dans son rôle, heu, au sein de la communauté dans laquelle il évolue. Pour moi, tu vois, le médecin doit avoir une place dans la discussion avec les acteurs de la communauté, que ça soit, le directeur, d'une maison de retraite, d'une EHPAD ou bien, le maire d'une ville, ou, d'un quartier. Pour bien remettre en lumière le fait que les personnes âgées, aujourd'hui, ont besoin, on le sait, d'avoir des interactions sociales actives, c'est-à-dire des moments où elles vont pouvoir discuter, interagir. Tu sais, on a déjà tous été dans des EHPAD et on a déjà tous vu une quinzaine de personnes âgées qui sont devant les feux de l'amour ou arabesque toute l'après-midi. Ça, c'est une interaction sociale de merde. C'est purement passif, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et je pense qu'en tant que médecin, eh ben, on doit, au sein de la communauté à laquelle on est rattaché, à laquelle on appartient, ben, militer pour le retour des clubs du troisième âge, pour le retour d'activités qui sont socialement riches, bah, pour éviter tout ce qui est dépression, déclin cognitif des personnes âgées. C'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Virgile. C'était vraiment un épisode passionnant. Tu nous as appris plein de trucs et tu nous as transmis plein d'outils très très pratiques. Alors, avant de te dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ouais, moi je suis présent sur Instagram et je suis présent sur YouTube. Les 2 s'appellent, docteur.pinelli. Bon, bah écoute, on va pas hésiter. Je te dis encore une fois un grand merci Vigile et puis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt Mathieu. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!